circonscription qui n'est pas facile pour la majorité, on l'a vu à l'élection présidentielle, c'est un très bon score. Je crois que c'est dû en partie à notre implantation locale, à notre proximité avec les habitants. Et puis aussi, je crois au fait d'être ministre du gouvernement qui, incontestablement, l'a entendu pour la campagne, a permis aux électeurs de se dire que leur territoire a été défendu. Après, bien sûr, je n'ai pas les résultats du niveau national. Je n'en ai vu que les sondages qui sont donnés par vos chaînes. Je constate qu'il n'y a pas de majorité alternative à celle du président de la République. Mais il faut rester humble devant les résultats qui sont effectivement ceux que nous présentent manifestement les sondages. Et donc je vais aller tout de suite à Paris parce que je vais rejoindre le président de la République en tant que ministre de l'Intérieur. Pas de majorité absolue pour Ensemble. C'est une déception quand même ce soir pour vous, ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas de majorité alternative pour l'instant face au président de la République. Donc il n'y a pas de possibilité de cohabitation. Monsieur Mélenchon a perdu son pari. Je veux aussi voir que le Rassemblement national a fait un très gros score. C'est, je crois, le gagnant entre M. Mélenchon et Mme Le Pen. C'est malheureusement, je crois, on le constate, Mme Le Pen qui, si j'en crois les sondages, a plus de 90 députés. Et une majorité relative pour le président de la République, mais qui n'est donc pas absolue si j'en crois les sondages. Je vais regarder les résultats. Je crois qu'en Ile-de-France, on a à peine fermé les bureaux de vote. Donc on aura l'occasion, en tant que ministre de l'Intérieur, de s'exprimer un peu plus tard dans la soirée. Il y a une réunion de crise, si on peut dire, à l'Élysée, là, avec la Première ministre, M. Macron. Je vais faire mon travail de ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire d'aller à Paris. Mais ici, à Tourcoing, avec Vincent Ledoux, on est très très heureux de ce résultat qui dépasse nos espérances. Quand on a vu effectivement le premier tour, on constate que les électeurs nous font confiance et on est très heureux. Juste un mot au niveau local des résultats là, sur la vallée d'Alice. Voilà, on revient à Gérald Darmanin qui donc a estimé que le Rassemblement national était un gagnant par rapport à Jean-Luc Mélenchon, hein, parce que après on verra combien il y a de sièges dans la NUP ou à LFI, on verra la répartition, mais la surprise c'est ce soir le Rassemblement national qui a presque 100 sièges. Edwige Diaz d'ailleurs à l'instant on l'a appris élue, donc une des porte-paroles du Rassemblement national en Gironde, une des personnalités aussi du Rassemblement national, le ministre de l'Intérieur largement réélu, mais qui représente une majorité qui n'a pas sa majorité, Jérôme Jaffray et Jérôme Fourquet. Hein. C'est un échec majeur du pouvoir, et historique sous la Ve République, il faut bien le dire. C'est un séisme politique que nous vivons ce soir. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas la majorité absolue, ça, la question ne se pose même pas, mais on est probablement entre 40 et 80 sièges en dessous de la majorité absolue, selon les fourchettes d'IFOP fiduciales. Ce qui s'est passé dans les urnes est très clair. Une alliance de toutes les oppositions pour faire tomber les candidats macronistes dans les circonscriptions. Des électeurs NUP ont pu voter Rassemblement national, ce sera à vérifier dans des cas de duel entre majorité présidentielle et Rassemblement national, et inversement, des électeurs du Rassemblement national ont pu faire le chemin inverse. C'est une Assemblée nationale à droite toute, avec la percée historique du Rassemblement national qui montrait vers 80 sièges selon IFOP fiducial, un gain de 80 sièges environ, si leur fourchette est juste entre 80 et 100 sièges. Les Républicains et leurs alliés conservent également une certaine influence. La percée du coup de la NUP devient presque modeste par rapport à cela. C'est quand même une centaine de sièges de gagnés, excusez du peu, c'est considérable, mais c'est la percée du Rassemblement national qui est un événement politique absolument majeur. Au bilan, il n'y a pas de majorité de soutien pour le président de la République. Il n'y a pas non plus une majorité de blocage absolu, que serait une majorité absolue de NUP et de Rassemblement national. On n'est pas si loin dans les fourchettes hautes, mais on n'y est pas, semble-t-il. Et donc, c'est le fait majoritaire qui construisait la Ve République depuis 60 ans s'est effondré ce soir. C'est donc la pratique d'un gouvernement minoritaire qu'Emmanuel Macron va devoir mettre en place en espérant que l'Assemblée ne vote pas de motion de censure contre le gouvernement et dont évidemment la composition va profondément changer, y compris peut-être même le poste de Premier ministre. On aurait dit il y a encore quelques années, le changement c'est maintenant. Je vous rappelle quelques chiffres. La NUP, 150 à 180 sièges, ensemble 210 à 250. Le Rassemblement national, 80 à 100 sièges. Jérôme Fourquet, vous venez d'entendre Jérôme Jaffray, il parle de séisme politique. Est-ce le cas? Et quelle que soit votre réponse, pourquoi? Oui, je souscris à tout ce qui vient d'être dit, c'est majeur. Effectivement, on voit que la majorité présidentielle est très loin de la majorité absolue. On a le Rassemblement national qui effectue une percée. Alors, si on regarde les choses dans le détail, ce qui est très frappant aussi, c'est que le mécanisme
électoral français est complètement désarticulé et complètement dysfonctionnel aujourd'hui. On dirait qu'il y a une forme de proportionnel sans la proportionnelle. Alors- Pardonnez-moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme Alors, de il y a- représentation du paysage politique, mais qui tiens. en fait, avec le scrutin majoritaire, donne quand même quelque Oui. chose qui ressemble au résultat de En la partie, alors présidentielle. les Français ne se sont pas concertés dans une gigantesque agora préalablement. Bien sûr. Il faut regarder qu'on avait des configurations de deuxième tour qui étaient très différentes. Il faut regarder ce qui s'est passé configuration par configuration. Le duel le plus fréquent, peu plus de 270 circonscriptions, c'était un duel entre la NUPES et Ensemble. D'après les chiffres dont on dispose, on est à peu près sur un rapport de force en score aux alentours de 51-49, 50-50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute une partie de la droite n'a pas répondu présent à l'appel du président en disant « Attention, la peur du rouge, l'extrême gauche va arriver ». Il y a un antimacronisme de droite et aussi du Rassemblement national qui ont dit « On les laisse se débrouiller ensemble ». Donc la majorité présidentielle était courte pour l'emporter sur NUPES. Autre configuration très fréquente, une centaine de duels entre Ensemble, la majorité présidentielle, et le Rassemblement national. Et au regard des chiffres dont on dispose à l'IFOP, on est là aussi sur des scores qui sont extrêmement serrés de deuxième tour, aux alentours de 50-50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Front républicain n'a pas du tout fonctionné et que beaucoup d'électeurs de gauche, de Jean-Luc Mélenchon, de la NUPS, qui, à la présidentielle, en se bouchant le nez, ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour, là, dans des circonscriptions, on dit c'est pas si grave que ça s'il y a un député RN et nous, Ensemble, n'aura pas notre voix. Il y avait peut-être aussi un calcul tactique en disant faire barrage au Rassemblement national, c'est donner un siège de plus à la majorité présidentielle et donc On va revenir sur les détails des reports de voix parce que c'est clé évidemment dans ce résultat. Mais on va aller retrouver Maureen Bajac dans le Finistère Sud pour la circonscription de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, le patron de la majorité, le plus proche marcheur d'Emmanuel Macron, vraiment celui qui s'est déclaré pour lui dès le premier jour. Il a été battu ce soir. Oui, vous avez tout dit, Ruth. Mélanie Thomas l'emporterait de peu, devançant Richard Ferrand, son ancien allié, parce que je vous le rappelle, dans cette élection, le président de l'Assemblée nationale affrontait son ancienne famille politique, le Parti socialiste, celle qui tractait pour lui encore jusqu'en 2017, lui arracherait donc désormais la victoire de ce président de l'Assemblée nationale. Rien n'était gagné, c'est resté serré jusqu'au bout pour cette élection. Le premier tour était d'ailleurs très serré avec seulement 2 points d'écart, 1180 voix d'écart, mais avec cette victoire, Mélanie Thomas délogerait donc le président de l'Assemblée nationale de son perchoir. Merci Maureen. Maureen Bajac, donc dans le Finistère, vous avez peut-être oublié une chose, Richard Ferrand, ancien socialiste. Oui, bien sûr. Ça, ce n'est pas notre non plus. On va aller à l'Élysée tout de le suite. Castaner aussi. Oui, Où se trouve. C'est pour ça que je disais ça. Julien Arnaud, devant le palais de l'Élysée, ça fait plus d'1h15, si mes calculs sont corrects, la première ministre, pardon, est dans le bureau du président de la République. Oui, Elisabeth Borne, effectivement, est arrivée ici à 19h. Donc 20h15, vos calculs sont bons, Thomas. 1h15 de réunion, bien sûr, et pour décortiquer circonscription par circonscription. Et Ruth l'évoquait, bien évidemment, les circonscriptions des fidèles du président de la République, Richard Ferrand, Christophe Castaner, des piliers de la République En Marche, eux qui se sont lancés dans l'aventure aux côtés d'Emmanuel Macron en 2016. Donc ces circonscriptions, bien évidemment, avec une attention particulière, comme la circonscription de la première ministre Elisabeth Borne, et puis celle des autres ministres candidats engagés dans ces législatives. Et puis au-delà, c'est tout, je dirais, l'échiquier politique. Bien évidemment, un œil du président sur Marine Le Pen et le score de celle qui avait démissionné, qui s'était mise en retrait de son poste de présidente du Rassemblement national. Tout ça est examiné. Pour la petite histoire, je peux vous dire que j'ai envoyé des SMS à des piliers de la majorité. D'ordinaire, ils sont bavards, là, pas de réponse. Pourtant, il y a bien la petite notification, message lu, mais rien pour le moment. À mon avis, encore des éléments en cours de calage autour d'Emmanuel Macron. Voilà, merci Julien Arnaud. Et donc à l'instant, Rachida Dati sur TF1 parle demande le changement de la première ministre. Et puis Jordan Bardella, lui, évoque un tsunami. Jean-Michel Apathy, Elisabeth Martichoux, c'est un tsunami. Concernant le Rassemblement national, oui, je sais pas si c'est un tsunami, personne n'attendait le Rassemblement national à cette hauteur, donc tout le monde découvre un peu cette information, peut-être même Marine Le Pen d'ailleurs.
qui n'a pas fait état d'une sensibilité très exacte sur ces élections législatives. Peut-être que le potentiel du Rassemblement national était très important. Je me demande, quand je vois le résultat ce soir, s'il a été totalement exploité par Marine Le Pen. Mais c'est elle qui, ce soir, apparaît comme la triomphatrice de ce scrutin. Évidemment, ça c'est une évidence. Elisabeth Borne était la première ministre du succès présidentiel. Est-ce qu'elle peut être la première ministre de l'échec présidentiel ? Bien sûr. Non. C'est une vraie question. Je pense que... Mais après, quand on a entre 210 et 250 députés, je ne sais pas quel est l'oiseau rare qui peut monter à la tribune de l'Assemblée nationale et captiver l'auditoire sauf à et qu'il faire aura une dans coalition, l'hémicycle. sauf à faire des alliances. Et c'est pour ça que je parlais de proportionnalité, toute proportion gardée. Mais C'est pas comparable. alors, est-ce à dire, Elisabeth? Ah, C'est pas qu'un échec, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont posés. En tout cas, c'est un message fort que Emmanuel Macron n'a pas. Les Français ont dit on ne veut pas qu'il ait de majorité absolue. C'est ce qui me On frappe. ne veut pas que le président, qui a été réélu sans cohabitation pour la première fois, on ne veut pas lui donner les pleins pouvoirs. On l'a entendu pendant toute la campagne. Eh bien, ils l'ont fait. Et on retiendra quand même, on retiendra que on a beaucoup dit qu'il s'était engagé, qu'il était sorti du fond de cours pour monter au filet dans cette dernière semaine ou dans la semaine d'entre-deux tours, Emmanuel Macron. Il a dit sur le tarmac d'Orly, aucune voix ne doit échapper à la République. Je ne sais plus quelle est la formulation exacte. Il a dit 6 fois à Orly, j'ai besoin d'une majorité solide, sous-entendu absolue. Eh bien, c'est le contraire qui a été fait. Et on n'a pas un taux de mobilisation, on l'a dit beaucoup, qui a énormément bougé. On a la même participation qu'au premier tour. Et ce ne sont pas les mêmes qui sont allés voter. Ce sont des électeurs qui sont allés conforter Marine Le Pen dans des proportions qui n'avaient pas été anticipées et installer la NUP dans des proportions à l'Assemblée évidemment assez confortables, même si Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi son pari de la cohabitation, et de loin. On peut quand même le dire ce soir. Mais en tout cas, l'engagement d'Emmanuel Macron dans la campagne, il y a quelques jours, n'a produit aucun effet. Je pense même qu'on peut dire que ça a été contre-productif. Et son voyage en Ukraine, dont certains disaient « ça en impose quand même ». Eh bien, les électeurs n'ont pas reçu ce message. Ça les a laissés de glace. On posait une question tout à l'heure.